Bienvenue sur le podcast Job à bord. Au travers de reportages et entretiens inspirants, les actrices et acteurs liés au secteur maritime vous dévoilent leur parcours, expériences, anecdotes et conseils afin de vous guider et vous faire découvrir cet univers souvent méconnu. Alors sans plus attendre, rejoignons Richard Fernandez et son invité du jour. Aujourd'hui, mon invité nous entraîne en profondeur, sous les vagues, là où l'obscurité règne, là où le monde terrestre s'efface et où la magie de l'océan prend vie. Équipée de son scaphandre comme d'une armure, notre héroïne brave les défis et les missions qu'elle assure avec le courage de ceux et celles qui osent explorer là où, il faut bien le dire, nous sommes bien peu à aller nous aventurer. Je vous invite donc à attacher votre tuba et de rejoindre tout de suite le royaume de mon invité du jour. Merci mille fois Géraldine d'avoir accepté cette invitation. Géraldine Parodi de Marseille, tes passions, l'écologie en général, l'archéologie sous-marine, tu aimes bien boire du maté et tu rechignes pas sur une part de tropézienne. Sinon, tu fais quoi dans la vie, Géraldine? Alors sinon, moi je suis donc scaphandrière, donc je réalise des travaux sous-marins. D'accord. Alors ma question, elle est plutôt classique lorsqu'on rencontre quelqu'un. Par contre, ta réponse, elle est plutôt surprenante. Alors avant de plonger plus profondément au cœur de ton métier, on va revenir un petit peu à la genèse de ton histoire et de ta relation avec la mer, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Papa militaire? Oui, papa militaire, tout à fait, gendarmerie. Gendarmerie, d'accord. Donc il était muté, j'imagine, en bord de mer? Oui, alors déjà, la première carrière de mon papa, c'était marin-pompier plongeur à Marseille, à la Bigue. Ensuite, il a changé de métier et il est devenu donc gendarme. Donc là, on a fait beaucoup de séjours en outre-mer. D'abord en Guadeloupe et puis ensuite à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc ça faisait plus 40 degrés jusqu'à moins 40 degrés de l'autre côté. Tu as rencontré l'océan. Tout à fait, tout à fait. J'ai baigné dedans depuis ma plus jeune enfance par mon père et mon parrain qui étaient aussi instructeurs de plongée à la gendarmerie également. Donc c'était pas un milieu inconnu pour moi. On avance, vers l'âge de 16 ans, tu te passionnes pour la plongée? Tout à fait. Je décide d'officialiser mes niveaux de plongée en tout cas et de passer niveau 1, niveau 2 et niveau 3, voilà, dans un véritable club. Ensuite, tu te diriges vers l'archéologie sous-marine. Oui, alors déjà, depuis toute petite, j'étais passionnée par les films d'aventure, que ce soit Abyss, Indiana Jones. J'étais vraiment passionnée d'histoire et d'archéologie. Donc, quand j'ai su qu'il y avait une branche sous-marine dans cette spécialité-là, forcément, je me suis ruée sur la formation et dans le but de devenir plongeuse archéologue. Tu as participé, c'est à Arles, je crois, dans les années 2007, avec Oui, le buste tout de à fait. Jules César. Alors, justement, j'ai participé au chantier sur Arles du chaland romain, Arles-Rome 3, sur lequel on a fait plusieurs plongées pour pouvoir. Alors moi, j'étais sur la numérotation des membrures du bateau et le dégagement aussi. Voilà, donc ça a été une sacrée aventure. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de fouilles dans la rade de Marseille, notamment sur Tiboulène de Mer, une fouille qui se trouvait à 56 mètres de fond. Donc là, voilà, ça a été plusieurs années de fouilles sur cette épave déjà. Très belle aventure, dis donc. Oui, oui. Alors, comment tu t'es dirigé vers scaphandrière? Alors, déjà, moi, du moment où j'ai passé mes niveaux de plongée, j'ai compris que je voulais travailler sous l'eau. Monitrice de plongée m'intéressait pas parce que j'aimais pas ça, mais parce que je savais que ce n'était pas fait pour moi. Donc, je voulais travailler. Mener des missions était pour moi très, très important. Quand j'ai fait plusieurs années d'archéologie sous-marine, qui est déjà un travail sous l'eau, même si on peut pas utiliser beaucoup d'outillage, j'ai décidé de faire d'abord l'inspection d'ouvrages immergés en béton. Je faisais donc le relevé de tous les problèmes qu'il y avait sur les structures béton. Et ensuite, j'ai passé mes classes de scaphandrier où j'ai commencé à utiliser tout outillage possible et à faire pour différents chantiers. Ça, c'était vraiment ma passion. Il y avait du découpage, il y avait de la soudure. Et il y avait surtout beaucoup de réflexion en équipe. Ça me plaisait. Alors, scaphandre, on peut dire que c'est dans les top 3 des métiers les plus durs, non? Les plus dangereux également? Les plus dangereux au monde, oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais combien vous êtes en France? Alors non, les derniers chiffres, je crois qu'on était à peu près 2000 scaphandriers formés. Combien travaillent toujours, c'est justement la question, à savoir l'effectif qui reste, parce que beaucoup se reconvertissent encore ou changent de voie carrément.
quand ils s'aperçoivent de la complexité aussi du métier, hein, parce que c'est bien de se dire qu'on aime ce travail, mais après quand on l'assume, on voit que c'est un travail quand même avec beaucoup de pénibilité. Donc voilà, il faut accepter la contrainte. J'ai pas les chiffres exacts, mais je me suis arrêtée sur 2000. 2000, d'accord. Alors, tes formations, ça a été comment? Combien de temps? Alors ma formation, alors j'ai fait donc en tant que plongeuse archéologue quand j'ai bifurqué, il m'a fallu à peu près une année complète de formation entre l'ouvrage d'art et les classes, plus après les passerelles pour se mettre à jour des modules et après maintenant devenir titre professionnel de scaphandrier, puisque maintenant c'est imposé d'avoir un diplôme de sécurité dans les sécurités hyperbares et avoir le titre professionnel avec des compétences dans le béton, l'assemblage, le découpage et la soudure sous-marine. Donc voilà, tout ça fait la formation de scaphandrier. Alors, il y a un truc que je savais pas, que j'ai lu il y a 2-3 jours, là, on dit scaphandrier Oui. pied lourd. Alors, pied lourd, c'est l'ancien terme lorsque on avait un peu cet équipement à la Tintin où justement, oui, on a des bottes en plomb. Ils avaient des bottes en plomb, en fait, et on les appelait les pieds lourds pour ça. Gros casque et des chaussures en plomb pour pouvoir marcher au sol et pouvoir s'alourdir pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors, on t'appelle pour quelle mission? Alors, le scaphandrier, c'est vraiment un élément extrêmement polyvalent. Il agit alors déjà beaucoup dans la maintenance de structures immergées, hein. Ça peut être des visites de réseaux immergés, ça peut être des visites de cuves, ça peut être de la construction d'ouvrages en béton comme des quais, des reprises de quais s'il y a des avaries. Ça peut être également de la soudure d'anodes sacrificielles pour protéger tout ce qui est acier. Après, on peut faire du découpage, de la dépollution, on peut faire des mouillages dans les ports, on peut remonter des bateaux qui ont coulé. On est extrêmement, extrêmement polyvalent. Alors, dans quel secteur on t'appelle? Alors, moi, j'étais spécialisée dans l'industrie et la pétrochimie. Après, on peut nous appeler dans du portuaire. On peut être en inshore en France ou en offshore. Donc là, on va beaucoup travailler sur tout ce qui est pétrole, gaz, de la reconnexion, de la réparation, voilà, voir des constructions, carrément des gros ouvrages au niveau des eaux intérieures, hein, comme on a les piles de pont quand il y a des problèmes. Voilà, on fait des reprises sur piles de pont. Voilà, on est amené à aller partout où il y a un point liquide, je vais dire liquide parce qu'on peut aussi travailler dans des stations d'épuration. C'est pas de l'eau, c'est d'autres choses bien plus, voilà, nuisibles, mais bon, c'est pas de l'eau, voilà, milieu liquide, dense. Voilà, on peut plonger dans des bassins de produits acides aussi. Il y a des grosses missions de BTP. Oui, c'est du BTP immergé. Tout ce qu'on trouve en surface, vous le faites au fond, c'est la même chose, hein. Couler du béton également. Tout à fait. On coule du béton, on construit, on reprend, on dépollue, on fait de l'expertise, on fait de l'inspection, de la reconnaissance de sites, voire même du prélèvement pour l'environnement, pour des futurs projets. Donc voilà, on fait des études de terrain, bien sûr. Alors, ton équipement, parle-nous-en un peu. Alors mon équipement déjà, voilà, ça reste quand même un équipement lourd, même si on va dire que c'est des EPI, hein, c'est des équipements de protection individuelle. Hein. Pour avoir accès au milieu déjà, il faut se cloisonner comme un astronaute des mers quoi. Donc on a un casque déjà, un casque qui pèse 6-7 kilos sur les cervicales selon le casque qu'on choisit, qui est là pour nous distribuer de l'air en permanence, enfin de l'air et autres gaz, mais également qui est là pour assurer la communication permanente avec la surface. Donc, il fait aussi office de protection au niveau de la tête, puisque on a également des casques avec cagoule néoprène et la tête carrément en dur, au cas où il y a quelque chose qui tombe dessus, on va se taper la tête. Donc, ils sont très lourds. C'est tout un système. Ensuite, on a une bouteille de sécurité dans le dos, qui est là pour nous assurer s'il y a un problème sur ce qu'on appelle le narguilé lombilical qui nous distribue l'air, hein, peut être amené à être sectionné, pincé, ne plus fonctionner. Donc, on a une autonomie secours. Puis, on a un gilet, c'est un harnais de sécurité sur lequel on a les poids, on appelle les lestes, mais qui fait office de harnais si jamais il y a une évacuation du plongeur inconscient, admettons à faire. On le tracte également par là. Et puis, notre combinaison étanche, qui est là pour nous isoler du milieu dans lequel on plonge, qui est souvent pollué ou autre, c'est pour être bien isolé à l'intérieur et nous éviter soit qu'on soit mouillé, soit qu'on soit atteint
ou bactéries ou acides ou autres produits. Et on associe souvent la combinaison aux astronautes, hein, c'est pour ça qu'ils s'entraînent sous l'eau d'ailleurs. Et donc, Tout à fait. donc vous apportez beaucoup d'expérience par rapport à ce secteur aussi. Oui. On apporte beaucoup d'expérience parce que voilà, on est les premiers témoins. On fait du test permanent en fait, hein. On se retrouve dans des configurations totalement différentes d'un jour à un autre, dans des milieux avec des outils différents. Et au fait, on est en permanence en train de tester tout ce matériel. On apporte aussi nos remarques. Ça aide aussi à faire évoluer notre équipement, bien sûr, bien sûr. Au niveau de la profondeur, lorsque tu descends, alors il y a plusieurs classes pour descendre, hein, et toi tu es alors classe 2. Ah oui, alors classe 2A, ça veut dire que je vais travailler jusqu'à 50 mètres de fond. Voilà, ma législation m'autorise jusqu'à 50 mètres de fond. Ensuite, le 1, c'est jusqu'à 30, mais on fait, voilà, en général, quand on fait la formation, c'est jusqu'à 50. On fait du 2A. Ça nous permet quand même d'avoir une grande colonne d'eau avec un très grand terrain de jeu pour pouvoir travailler, voilà, avec des pénibilités qui commencent à s'appliquer, de la décompression également. Donc oui, il y a beaucoup de règles dans cette colonne d'eau. Les débuts de carrière pour un scaphandrier ou une scaphandrière, ils ont la bougeotte et donc Oui. ils veulent aller travailler à l'étranger parce qu'évidemment, j'imagine que les salaires sont plus importants. Et toi, c'est ton début de carrière? Ah ben moi mon début ça a été de travailler directement dans les usines, hein. J'étais beaucoup dans les usines et il y en avait déjà pas mal en France, donc je trouvais, on va dire, ma satisfaction déjà en inshore, mais après j'ai aussi bougé à des chantiers quelques chantiers à l'étranger qui m'ont permis aussi de voir un autre décor, un autre cadre, des conditions, des mœurs différentes, et on s'est beaucoup adapté aussi dans certaines situations. Mais c'est vrai que le scaphandrier, lorsque la personne veut devenir scaphandrier ou scaphandrière, hein, parce qu'on a pas mal de filles qui arrivent dans le milieu. C'est important qu'ils se disent que non seulement on doit être polyvalent dans le travail, mais on doit également savoir qu'on va bouger énormément. On va beaucoup voyager, on va beaucoup se déplacer, même si c'est qu'en France, le chantier, voilà, il se trouve dans beaucoup d'endroits. Donc, on doit accepter le fait d'être sans arrêt en train de bouger. Ça, c'est essentiel. Mobile, oui, c'est une profession Oui, mobile. tout à fait. Tout à fait. Alors pour toi, Géraldine, les qualités requises pour exercer ce métier? Bah déjà, c'est l'humilité, parce que vraiment quand on fait ce travail, il faut y aller en se disant que on n'est pas dans notre milieu, donc faut y aller déjà en connaissance de cause, hein. On n'arrive pas en terrain conquis, donc on rentre dans un milieu qui n'est pas le nôtre. Ensuite, c'est l'esprit d'équipe. C'est le scaphandrier certes qui va au fond travailler, mais c'est une équipe entière qui prépare tout le chantier et qui est là aussi pour veiller à ce que tout se passe bien. La sécurité, c'est ce qui prime dans notre métier. Il côtoie le risque 24 heures sur 24. Et que voilà, il doit avoir ce fameux recul qui fait que il a la raison qui est là pour le rappeler à l'ordre, et les règles de sécurité sont bien acquises dans sa tête. Alors j'ai vu que tu appelais ça être bien assis dans sa tête. Oui, exactement. Oui, c'est très important. Voilà, c'est très très important. Ça veut dire que voilà, il faut être posé, il faut savoir réfléchir, il faut savoir être humble, et il faut savoir voilà, et se référer à ce qu'on a dit, ce qu'on a décidé, et pas improviser quoi que ce soit. Le travail d'équipe, on n'en a pas parlé, mais c'est très important, hein, parce qu'il y a une personne qui est constamment alors je sais pas comment on appelle ça, les poumons du plongeur. Donc il y a une personne qui est rivée sur les cadrans. Vous êtes combien en général sur, on va dire, une mission de soudure sur une colonne? Alors actuellement, une équipe au niveau, on va dire nombre minimum d'intervenants par équipe, c'est trois personnes. On a une personne, on a un chef d'opération hyperbar, hein, qui va être là pour driver tout le chantier. Une personne qui va être là pour tenir le narguilé du scaphandrier et qui va faire aussi office de plongeur secours. Bientôt, ça va passer à 4 personnes. Et c'est tant mieux parce qu'au fait, voilà, il y aura voilà de l'aide supplémentaire, c'est en cas de problème, mais on va dire entre 3 et 4 personnes minimum. Combien de temps en immersion? Alors, par jour et par intervenant, c'est 3 heures. Ensuite, en fonction de la pénibilité, il peut y avoir toutes sortes de pénibilité, de facteurs, que ce soit utiliser des outils qui vibrent énormément, la chaleur, le froid, le courant, la houle. Là, on réduit de plus en plus jusqu'à faire 1 heure et demie, voire même moins si les contraintes sont trop importantes. Alors c'est vrai qu'on a des clichés, hein, pour les personnes qui connaissent pas ce milieu, c'est que voilà, on imagine que tu travailles dans un aquarium, hein, avec des beaux poissons qui tournent autour de toi. C'est pas du tout ça, hein. Tu es souvent dans un milieu hostile et tu le dis toi-même, Oui. il fait noir et quelquefois tu vois pas tes gants.
C'est vrai que beaucoup de personnes, pensent que le scaphandrier intervient, la visibilité, le travail. Donc déjà, c'est déjà pas contraignant le travail qu'on a effectué, mais le trois quarts du temps, on voit rien dans un milieu qui était l'industrie, la pétrochimie, où je ne voyais jamais mes mains, jamais. J'étais toujours dans des réseaux, j'étais toujours dans des cuves de produits, dans le noir total, dans des puisards, sous des routes. On partait avec un plan dans la tête, une structure. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir la vue faisait qu'au fait, on était bien plus attentif aux autres sens et on arrivait à se repérer. Le travail s'effectuait de cette façon-là. Après, voilà, on s'accoutumait certes à ces conditions, mais c'est pareil dans un port. Il suffit que vous intervenez sur l'eau est bien claire, vous relevez un peu de la chaîne mère, vous commencez à bouger le fond. Tous les sédiments vont faire que vous allez vous retrouver dans le noir en 5 minutes. Donc oui, le scaphandrier travaille le trois quarts du temps dans le sombre, voire le noir total. C'est ça qui m'impressionne quand tu dis je vois rien, je descends dans le noir et j'ai un plan dans ma tête. Il y a beaucoup de tactile. Alors, il y a principalement du tactile. Oui, parce que le tactile, au fait, si vous voulez, on met en application ce qu'on a vu sur plan. Donc, on essaye de faire de la reconnaissance par le tactile. Souvent, quand on vous dit, oui, mais vous avez des lumières sur le casque. Savoir que quand on a des particules en suspension, quand vous mettez un phare, une lumière, ça vous fait un écran blanc qui fait que vaut mieux carrément le retirer parce que de toute façon, vous voyez rien. Donc, on y va avec cette reconnaissance-là. On assure la surface sur le fait que tel élément est bien présent, celui-là aussi, là il y a telle ouverture, et celui en surface corrige sur le plan s'il y a des modifications. Alors la deuxième plongée, forcément, on aura fait la reconnaissance, donc on saura un petit peu où aller, mais on est sans arrêt à tâtons, voilà, en train de repérer ce qu'on a vu en surface. Impressionnant. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu des risques, évidemment. Alors par exemple, lorsque tu fais de la soudure, Étant donné qu'on amène l'électricité, le coup l'arc électrique peut nous tuer instantanément également. Et donc, on a des protocoles. Une erreur peut vous être fatale. Vous amenez l'électricité. C'est par contre du découpage. Lorsqu'on va découper avec de l'oxygène, ça peut monter jusqu'à 5500 degrés. Donc, que ce soit une procédure ou une autre, ça reste de l'extrême dangerosité. ça s'improvise pas tout ça, hein, c'est clair. Non. Alors, Géraldine, on va parler un peu de ta préparation. Oui. Comment te prépares-tu? Je sais que tu es une grande sportive. Alors, je fais du sport, oui. J'essaye d'en faire selon la configuration de mes journées aussi, et puis ma vie de famille, parce que j'ai aussi une fille. Hein. Dès que j'ai moyen de m'échapper, alors on peut pas faire de sport une fois qu'on a plongé, hein, parce qu'on est vraiment on a les bulles d'azote qui doivent s'éliminer de notre organisme. Donc, ce que je fais, c'est que si je sais que je plonge, je me lève le matin extrêmement tôt, 4h30 du matin, et de 4h30 à 5h30, je vais faire soit du vélo d'appartement, soit du tapis de cours. Ou si je plonge pas, j'essaye d'aller me faire un footing, 3 footings ou 4 par semaine, d'à peu près 45 minutes, 1 heure. Voilà, si je peux caler aussi quelques petites séances de nage, mais c'est principalement du vélo et du footing. J'essaye d'être régulière dans mes entraînements. Les semaines sont vraiment aléatoires, hein, selon les activités. Mais voilà, il faut s'entretenir. Alors, je fume pas, je bois pas, ou le petit apéritif du week-end est autorisé, hein, bien sûr.
Je suis à Marseille aussi, donc voilà, Oui, hein, sur le les calanques, pastis. oui. Faut pas se priver, hein. Mais sinon, ouais, j'essaye d'avoir une alimentation saine pour, au fait, se conserver notre corps, hein, qui est notre principal outil de travail, bien sûr. Alors, quand tu parles d'humilité dans ce milieu, que tu estimes que c'est une qualité, tu en fais preuve Oui. puisque tu as quand même fait un challenge de traverser de la Manche. J'ai été totalement emportée par ce challenge avec mon amie Emma Claire Dumont, qui est une référence dans le sport, parce elle a fait l'Everest il y a 2 ans, et puis elle avait fait cette marathon, cette continent. Donc au fait, moi j'ai été embarquée dans cette aventure pour traverser la Manche à la nage. Voilà ce qu'on a fait à 4. Et ensuite on est arrivé à Calais, on a pris les vélos et on est allé jusqu'à Orange. Et Orange-Marseille en course à pied, voilà. Et on a fait ça pour une cause qui était la protection de la biodiversité marine, puisque l'argent qu'on a récolté allait servir à une action chapeautée en partenariat avec Pure Océan, qui était là pour voilà être partenaire officiel et qui a voilà permis ce challenge, ce beau challenge. De la course à pied également. Oui, la course à pied, c'était pas mal, je devrais dire. Alors, je faisais avant des semi-marathons, mais voilà, depuis quelques années, je faisais plutôt de la nage et du vélo. Donc là, j'ai dû improviser une course à pied de, de plusieurs kilomètres. Ça s'est bien passé parce qu'au fait, depuis toute jeune, je fais du sport. Donc, je pense aussi c'est une capacité qu'on a gardée, hein. Mais voilà, c'est très, très important de se dire que notre corps, c'est une machine qu'on doit entretenir. Notre tête est là pour nous raisonner, mais voilà, il faut que ça fonctionne le plus longtemps possible en ce qui nous concerne, nous, scaphandriers. Alors, j'ai vu beaucoup de cardio avec le père. Oui, papa, ça a vraiment été mon mentor et ça l'est encore, hein. Il a 78 ans et il fait toujours, je sais pas combien de bornes à vélo et musculation. Ça a été, voilà, mon principal appui au niveau des règles de sécurité, puisqu'étant pompier, gendarme, il avait déjà cette droiture-là. Donc j'ai vraiment grandi avec des règles, avec des valeurs et surtout le sport qui était là en permanence dans son quotidien. Et donc mon quotidien a forcément calqué sur le sien, puisque je faisais du sport qu'avec lui. Voilà, il m'a donné toujours les bons réflexes, il mangeait toujours sainement. Ma mère, voilà, faisait en sorte que tout se passe. Mes frères aussi, on grandit de la même façon. Donc oui, bien sûr. Les bonnes bases. Oui, oui. Alors Géraldine, t'en es encore loin, mais la fin de carrière de ce métier, alors toi tu dis qu'il faut avoir l'âge de raison. Oui. Il peut varier hein, d'un individu à l'autre, l'âge de raison. C'est en fonction surtout de se dire, voilà, est-ce que je suis arrivée en chantier, je parle hein, vraiment chantier opérationnel, est-ce que je suis arrivée là où je voulais aller? Est-ce que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais en termes d'intervention? Est-ce que maintenant, voilà, est-ce que il n'est pas temps de se raisonner et de dire que je préfère passer de l'autre côté, de côté du conseil, de la sécurité, de veiller à ce que les plongeurs, voilà, s'inspirent de toute cette expérience qu'on a eue? Ou est-ce que je m'accroche au chantier et jusqu'à ce que je puisse plus au niveau de l'organisme, je continue quand même à essayer de faire. Non, moi j'ai choisi le fait de faire un petit peu encore des chantiers quand c'était possible. Alors vraiment quand j'avais des bonnes occasions avec des bons chantiers, ben, je l'ai fait. Par contre, j'ai aussi décidé de passer du côté de voilà de donner du conseil, d'enseigner, de transmettre. Je pense que dans notre métier, ce qui manque aussi, comme dans beaucoup d'autres métiers, pas que de scaphandrier, mais bon, nous, on est quand même on a affaire au risque 24 heures sur 24, hein, c'est vraiment de transmettre. Il y a beaucoup trop de personnes qui font de la rétention, comme si on allait leur prendre leur vie, leur prendre leur spécialité, mais une fois qu'on n'est plus dans la partie pour X raisons, tout ce qu'on est devenu, tout ce que ce métier nous a apporté, et tout ce qu'on sera toujours, hein, puisqu'on l'a été, on le sera toute notre vie, eh ben, il y en a beaucoup trop qui retiennent ce savoir au lieu de transmettre aux jeunes qui en ont besoin pour partir dans la vie de tout ce patrimoine, des qualités, mais aussi des erreurs qu'on a faites, histoire qu'ils aient déjà ça en partant et qu'ils évitent les accidents que nous, on aurait pu avoir sur chantier. Très important, la transmission. Ouais, comme tu as raison, j'apprends, je fais, je transmets. Hein, c'est un peu ma devise aussi. Et oui, c'est vrai qu'on rencontre des personnes qui veulent avoir l'exclusivité, qui font de la rétention d'informations pour être le number one et qui ne veulent surtout pas être en concurrence. Et malheureusement, c'est du gâchis pour la nouvelle génération qui arrive. Exactement. Alors Géraldine, c'est vrai qu'on t'appelle la sirène aux gants d'acier.
Oui, ah oui, oui, ça a été beaucoup mon surnom dans beaucoup d'émissions télé d'interviews, parce qu'au fait, c'est vrai que bon, j'ai toujours été dans l'eau plus ou moins, mais c'est vrai que voilà, je suis toujours en train de me maquiller, même dans mon casque, j'aurai toujours mon rímel, mon crayon noir aux yeux. En dehors, c'est vrai que je suis très féminine en dehors de mon métier, et pourtant, je suis à 80% en bleu de travail, hein. Et voilà, quand je mets le casque et quand j'ai une mission à faire, et ben, quand je mets la tête sous l'eau, et ben, je deviens un opérateur, un scaphandrier, et je change tout au tout de personnalité. Donc c'est assez rigolo, parce que lorsque on me voit par exemple en soirée ou dehors, on me dit c'est pas possible. Et quand on me voit sous l'eau, on a l'impression d'avoir affaire à une personne totalement différente, parce que je deviens totalement neutre. Je suis ni homme ni femme, je suis un opérateur, je fais mon travail, je ressors, mais voilà. Et c'est pour ça qu'on m'appelle la sirène Gorbatier. Génial. Et lorsque tu rencontres du monde et qu'on te demande, mais tu fais quoi comme boulot, et tu leur dis scaphandrier, il y a un blanc, non? Alors c'est vrai que déjà c'est pas un métier qu'on a l'habitude de dire très souvent, donc en plus dit par une femme, c'est vrai que j'ai toujours ce temps de réflexion, et puis il s'assure toujours il me pose la question, mais scaphandrier c'est comme dans Tintin, mais c'est quoi exactement? Et là je leur explique, ils disent mais c'est pas possible. Il y a toujours cette référence à Tintin, ben c'est vrai, avec le gros casque, les trois ouvertures, et C'est ça, les grands pieds, oui. exactement. Géraldine, comme tu es une femme très occupée, Oui. il y a l'entreprise familiale, alors la Société méditerranéenne de travaux Hyperbar. Oui, la SMTH, tout à fait, basée sur Martigues. Oui, oui, avec Jérémy Matron. Alors, du côté donc de Jérémy, c'est la 5e génération de scaphandriers pieds lourds de sa famille, hein. Hmm. Depuis 1871, ils sont scaphandriers. Ça veut dire que ils ont connu toutes les étapes, les changements, toute cette évolution des pieds lourds. Ils ont participé à ça également, par faire ce métier, apporter leur expertise au fur et à mesure des décennies, hein. Je me rappelle, son grand-père a été décoré du général de Gaulle. Il a participé au l'échouage du sous-marin Le Redoutable, qui est à la Cité de la Mer aujourd'hui à Cherbourg. Il a participé au déminage du Vieux-Port avec l'armée, enfin des chantiers dans le monde entier. Et tout ça a permis l'évolution, l'évolution des technicités également pour nous, scaphandriers de relève. Et Jérémy est la 5e génération qui continue à merveille avec son évolution et son temps, bien sûr. Ah oui, c'est une génération donc des grands-parents qui de la même époque, Cousteau et les pionniers Les pionniers, les arrière-grands-parents. de l'immersion et de toutes les techniques pour respirer sous l'eau, hein, et pour pouvoir ensuite Tout à fait. travailler. Et oui, ces personnes qui étaient appelées pendant la guerre pour le déminage des mines au large, par exemple. Exactement. SMTH, donc l'entreprise spécialisée dans les travaux sous-marins et les interventions Oui, subaquatiques. Donc c'est la même chose. Enfin, c'est le même métier que vous faites. exactement. Exactement. C'est exactement la même chose. On fait tous des travaux immergés. Parce que toi, tu as des missions, en fait, ça peut être des CDD, des CDI, Ah oui, oui, totalement. en dehors de l'entreprise familiale, hein, Oui. je parle. Alors moi maintenant je travaille à l'Institut national de plongée professionnelle, hein, principalement. Et voilà, lorsque Jérémy a besoin, lorsqu'une société a besoin que je vienne intervenir, en fait je vais travailler pour eux. Alors on passe par des boîtes d'intérim, hein, spécialisées dans les scaphandriers, qui sont là pour pouvoir nous trouver des missions sur lesquelles on va rester des périodes arrêtées, voire même des contrats CDI si jamais on n'a pas d'emploi fixe et qu'on est à la recherche d'un véritable le contrat à long terme. Voilà, mais c'est des missions coup par coup, tout à fait. SMTH, donc elle intervient national comme international également. Tout à fait. On a réalisé des chantiers en Guyane, en Guadeloupe, vraiment à l'étranger, hein, au Maroc. Donc oui, avec des missions qui étaient vraiment, voilà, il fallait vraiment s'adapter au milieu. Donc c'est des aventures à chaque fois. Les départs outre-mer ou les départs à l'étranger pour des chantiers, c'est toujours des aventures, bien sûr. Alors la SMTH, hein, les coordonnées, je les donnerai à la fin de ce podcast. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton bébé, l'association Oui, Spéromar 2019, oui. créée en 2019. Raconte-nous. Tout à fait. Alors l'association Spirou-Marais a été créée donc avec Estelle Lefebvre et moi, hein, moi-même. Donc je suis la présidente, Estelle est la vice-présidente. Voilà, on a créé cette association. Alors parce que voilà, ça a été un rassemblement d'idées. Moi, on va dire c'est de l'expertise sous l'eau, le travail sous l'eau. Donc voilà, c'était la passion, hein, passion des scaphandriers qui viennent intervenir, mais qui respectent également leur milieu. On n'est pas là forcément pour nuire. On est là pour parfaire, pour aider, pour améliorer aussi tout ce qui est
prestations sous l'eau, on va proposer des prestations qui vont réduire l'impact. Donc, on va toujours réfléchir au mieux pour l'environnement. Et celle qui est passionnée de la mer, plongeuse aussi. Et toutes les deux, en discutant, lors d'une rencontre, on a décidé de créer Spéromarée et de mener des actions, que ce soit avec des scientifiques pour du prélèvement, puisqu'on plonge toutes les deux, de l'observation, du recensement, mais également la sensibilisation dans des écoles, pouvoir parler de la mer, de la protection. Estelle avec son statut de plongeuse, moi mon statut de plongeuse professionnelle, et voilà, œuvrer pour protéger la mer à son maximum dès le plus jeune âge. Préserver, protéger la diversité des écosystèmes sous-marins, sensibiliser les jeunes, éveiller les jeunes générations avec l'aide de spécialistes. Tout à fait. Également, vous faites du nettoyage de bord de mer. Oui, exactement. Donc, on réalise des nettoyages, hein, que ce soit au niveau des plages ou en sous-marin. Donc, on se rend dans différents points où on nous a signalé des gisements, en fait, hein, de déchets, que ce soit des batteries, des pneus, du plastique, et on va retirer toute cette pollution de cette zone-là, ciblée. On essaye d'en faire un maximum, hein. Forcément, on sait que l'année d'après, il y en a toujours autant, mais on participe au fait de retirer et éviter que ça s'entasse et que ça fasse des microplastiques et que ça pollue du plus gros animal au plus petit, puisque en microplastique, forcément, hein, c'est ingéré par les petits organismes, mais les oiseaux aussi qui meurent souvent, le ventre rempli de plastique. Donc, on essaye de limiter. On sait qu'on n'arrête pas, mais on limite la pollution. Voilà. Et on voit les effets néfastes que ça fait aux tortues, aux poissons, aux cétacés, microplastiques, mais également la préservation aussi du blanchiment du corail, hein, parce que ils ont fait une annonce là par rapport au réchauffement de l'océan qui a encore pris, oui, qui a pris cher encore. Il s'acidifie, bien sûr, et au fait, c'est une véritable catastrophe. On a eu la chance de tourner 50 minutes inside avec Estelle à Saint-Barthélemy. C'est vrai qu'on voyait, même dans des zones comme ça, où voilà, il n'y a pas toute la population qu'on retrouve. C'est petit, Saint-Barthélemy est petit. On voyait que le corail était déjà dans un état. Alors ça reprend parce qu'il y a des associations, parce qu'on met en place des règles, des protections, des aires marines. Mais le problème, c'est que voilà, l'impact est déjà là. Maintenant, il faut limiter, arrêter et réparer, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, ça prend du temps et trouver des partenaires qui est long et quelquefois on se décourage, mais faut pas. Et bravo pour cette action en tout cas, Gerline. Merci. Spéromar, les coordonnées à la fin de cet épisode également. Alors, Géraldine, j'ai quelques questions qui m'intéressent. Alors, est-ce que les scaphandriers ou les scaphandrières sont superstitieux? Il y en a, oui. Alors, j'en ai rencontré dans ma carrière, j'en rencontre encore beaucoup d'origine italienne. Alors moi, je peux pas, c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que je suis aussi d'origine napolitaine, donc je peux pas rien dire. Mais par contre, oui, il y en a qui partent avec leur petit objet fétiche sur eux sous la combinaison étanche. Il y en a qui vont apporter leur gris-gris dans les camions de chantier. Il y en a qui vont décider de commencer ou le matin ou l'après-midi en fonction de ce qu'ils ont décidé. Voilà. Ils se font tout un rituel, mais ça reste minime, léger, ça n'a pas d'impact sur le chantier, mais eux partent à l'eau en sachant qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour leur porter chance. Ou j'en ai rencontré beaucoup. Alors j'ai rencontré 2 Africains et 3 Italiens qui m'ont fait vraiment rire, et c'est mignon à voir parce que voilà, dans cette signification-là, c'était le fait, c'est un peu comme s'ils demandaient à la mer de les protéger. C'était vraiment, voilà, alors c'est vrai que c'est pas bête du tout et c'est rigolo à voir, mais ils demandaient à la mer, voilà, comme entité, de les protéger pendant cette mission, et voilà, je trouvais ça beau aussi. C'est magnifique. Alors, est-ce que toi, tu as des rituels avant une plongée? Non. Moi, mon rituel, ça va pas être dans un rituel à proprement dit, ça va être dans un protocole de rappel, de points, de gestuels, juste avant d'aller à l'eau, de me relister les étapes du chantier. Voilà, c'est vraiment plutôt du protocole que du rituel. Tu tires pas tes chaussettes bien à fond. Non, je mets pas une chaussette verte, une chaussette bleue. Il n'y a pas de petits trucs comme ça. Alors, est-ce qu'il existe une plongée que tu as toujours rêvé de réaliser, mais que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire? Oui,
plongée que j'ai toujours rêvé, c'est une plongée dans la piscine de la NASA, où on entraîne les astronautes avec tout le module de l'ISS reconstruit à l'intérieur pour les simulations de vol, donc de vol et de sortie de la part des astronautes. Donc oui, cette plongée-là, je la rêve pour plusieurs raisons. Je suis passionnée de la mer, mais je suis aussi passionnée de l'espace. J'ai côtoyé de loin parce que je me suis toujours intéressée, j'ai toujours lu sur ce milieu. J'ai été voir des conférences de Nathalie Cabrol, j'ai essayé de voir des conférences du CNES. J'ai un de mes meilleurs amis qui est astrophysicien, j'ai acheté un télescope aussi. Alors de façon, voilà, je suis amatrice, hein, mais de plonger et de regrouper le milieu du scaphandrier avec celui de l'astronaute pour faire qu'un seul exercice, oui, ça j'en rêverai toujours jusqu'à ce qu'un jour je réalise ce rêve-là, mais c'est cette plongée qui me fait rêver, oui. Si tu pouvais revivre une seule plongée dans ta carrière, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Revivre une plongée, alors, c'était une condition. C'était un gros chantier de découpage, en fait. C'était mon premier gros chantier. Et c'est la sensation que j'ai eue lorsque j'ai donné le dernier coup d'oxydécoupeur et qu'une structure entière s'est éjectée avec un bruit monstrueux. Je savais que, bon, ça m'a fait peur, le bruit m'a fait peur, mais je savais que tout s'était bien passé pendant ce mois entier de découpage tous les jours et que j'avais enfin réalisé mon premier chantier. C'était cette sensation que tout le monde me dise en sortant: bravo, t'as géré, je te félicite, t'es au top. Et toutes ces premières éloges que j'avais pas l'habitude sur chantier parce qu'il a fallu que je fasse ma place en tant que femme aussi au début, c'était compliqué. C'était le début de beaucoup de choses positives pour moi, ce chantier. Voilà. Mais oui, tu as dû ressentir beaucoup d'émotions. Oui. Je savais que j'avais pas fait tout ce parcours pour rien et que même s'il me restait énormément à apprendre, eh ben, j'avais fait un premier pas dans ce milieu en tant que scaphandrière. Et c'était le signe que tout le travail que tu avais effectué commençait à payer. Voilà, tout à fait. Géraldine, tu disais tout à l'heure, tu avais une fille. Oui, 13 ans. Si demain elle te dit: maman, je veux faire comme toi, qu'est-ce que tu lui conseilles? Ben, je vais avoir peur. D'autant plus que là, elle choisirait un métier où je ne dois pas imaginer. Parce que quand on imagine, ça fait place forcément à la peur, mais ça fait place au fait aussi qu'on ne connaît pas. Donc, on a cette part, pas d'insouciance, mais se dire que bon, ça peut bien se passer parce que telle et telle raison. Or, si ma fille me disait ça, étant donné que moi, je connais le métier, elle pourrait pas m'inventer des choses. Elle pourrait, ça veut dire que lorsqu'elle viendrait m'expliquer le chantier, déjà, je me projetterais sur quel est le risque. Et je serais sans arrêt en train d'avoir peur en attendant son appel. Tout s'est bien passé, tout s'est pas bien passé. Dans quelle configuration? Je serais obligée de m'investir avec elle, au fait, pour être rassurée. Alors que peut-être que, voilà, elle ferait partie d'une autre équipe totalement différente. Je te remercie 1000 fois d'avoir participé à ce podcast sur ton parcours passionnant. Mais Merci à toi. Avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu aies le mot de la fin et que tu nous cites cette si belle phrase de Sylvia Earle, cette célèbre océanographe, et cette phrase qui va nous faire méditer sur le monde d'aujourd'hui, mais surtout sur celui de demain. Oui, je crois que Sylvia Earle a dit si no blue, no green. Ça veut dire que voilà, s'il y a pas l'eau, il y a plus rien, il y a plus de vie, tout simplement. S'il n'y a plus de vert ni plus de bleu, il n'y a plus de vie. C'est exactement ça. Donc, au fait, le fait qu'elle ait dit ça résume tout, résume qu'on dépend de l'eau. S'il y a plus d'eau, il y a plus de vie. De toute façon, la vie est apparue aussi comme ça. Donc, au fait, la préserver est la chose essentielle, vitale pour tout être sur cette planète-là. D'où son côté précieux, mais du plus petit organisme au pot. Voilà, on parfait notre futur de jour en jour et les générations à suivre doivent être sensibilisées à sa protection de la mer. Voilà, le mot de la fin, c'est surtout, voilà, pour pouvoir faire scaphandrier, il faut également de bonnes bases avec une bonne formation. Et les bonnes formations, voilà, je vais forcément vous parler de l'Institut national de plongée professionnelle, qui est l'école historique située à Marseille Pointe-Rouge et qui est là, qui forme depuis tant d'années, depuis 1982, qui a été créée par les anciens scaphandriers de la Comex et qui est aujourd'hui la seule à former les plongeurs à saturation, la seule au monde à former à la plongée à saturation. Donc, si vous devez devenir scaphandrier, choisissez une école de référence parce que le métier que vous allez faire, voilà, c'est quelque chose de très important, avec des risques, donc vous devez sortir d'une école sérieuse. Géraldine, merci énormément. Merci à toi. Et je te souhaite bon vent, Géraldine. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.
Un immense merci à Géraldine pour ce voyage sous-marin qui, nous l'avons découvert ensemble, peut-être souvent sous pression également, c'est le cas de le dire. Mais quelle générosité dans sa passion professionnelle et qu'elle a eu la gentillesse de nous partager. Nous lui souhaitons évidemment tout le meilleur pour ses plongées futures. Je vous rappelle les coordonnées de l'entreprise familiale, la smth-travaux-sous-marins.com, donc l'entreprise spécialisée dans les travaux sous-marins et interventions subaquatiques. L'association spéromarais.com, l'association de Géraldine Parodi et Estelle Lefébure, dont l'objectif est d'agir en faveur du patrimoine sous-marin et de sensibiliser le grand public à cette cause. Si vous êtes intéressé par le monde des scaphandriers, des scaphandrières et des formations, l'inpp.org, l'Institut national de plongée professionnelle. Pour rester immergé dans la curiosité de mes prochains épisodes, abonnez-vous au podcast. Je vous remercie de votre fidélité et jusqu'à notre prochaine plongée. Que les courants vous soient favorables et je vous souhaite bon vent à toutes et à tous.